Et si le problème ce n'était pas la vie, mais la manière dont on la regarde? On a souvent l'impression que la vraie vie va commencer plus tard, quand tout sera aligné, quand on aura plus de stabilité, plus de confiance, plus de garantie. Et on vit le moment présent comme si aujourd'hui n'était qu'une salle d'attente pour demain, en anticipant toujours ce qui va arriver après. Un voyage, des vacances, une situation différente, une personne. Et à chaque objectif atteint, un autre apparaît. À chaque rêve réalisé, un nouveau prend sa place. Et on finit par vivre beaucoup plus dans l'après que dans le maintenant. Dans le livre Sophie mon amour, il y a une phrase du célèbre personnage Shams qui m'a beaucoup marquée. En effet, dans le passage, il disait que le passé est une interprétation, le futur est une illusion, et la seule réalité, c'est le moment présent. Et je vous jure que cette phrase a été comme un électrochoc pour moi, parce que j'ai réalisé que oui, la seule chose qui était réelle, c'était le présent. Toutes les situations d'avenir pour lesquelles je stressais autant, pour lesquelles j'anticipais, n'existaient tout simplement pas. Et elles ne vivaient que dans ma tête, et je ne sais même pas si elles deviendront réelles un jour. Alors je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie, autant de temps, à nous projeter dans quelque chose qui n'existe même pas encore? Mais au-delà du futur aussi, il y a également le passé. Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps, autant d'énergie à ressasser sans cesse des situations qui sont passées et qui ne sont plus réelles aujourd'hui? La psychologie explique ça avec la tendance cognitive de biais de négativité. C'est une approche qui explique que le cerveau accorde plus de poids, plus d'attention et plus de mémoire aux événements négatifs qu'aux événements positifs équivalents. Du coup, les critiques, les échecs, les menaces marquent plus que les succès. Notre cerveau a tendance naturellement à anticiper le pire. C'est une réaction humaine naturelle. Elle est liée à notre instinct de survie. Parce qu'en effet, pendant des milliers d'années, notre cerveau s'est développé pour repérer les dangers. Parce que anticiper le mal, c'était rester en vie. Mais comme tout dans la vie, si on laisse la peur prendre le dessus, elle finit par guider nos choix. Et on reste dans cet état de survie constant et on oublie de vivre tout simplement. Pour revenir à la citation de Shams, comme il a dit, le passé on ne le revit jamais tel quel. On le reconstruit avec notre mémoire, nos blessures et notre regard actuel. Parfois ça peut nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure et mieux nous comprendre aussi également afin de pouvoir tirer des leçons de notre passé. Mais lorsqu'on s'y attarde trop, cela peut également nous enfermer dans une réalité qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Le futur, lui, il n'existe que dans notre imagination. Il peut nous donner de l'espoir, des rêves, et c'est essentiel. Parce que sans espoir ni rêve, la vie n'aurait pas réellement de sens pour moi. Mais cela peut également faire naître des inquiétudes. Et si ces inquiétudes prennent trop de place, elles peuvent nous enfermer dans une réalité future qui n'est pas encore la nôtre et qui le sera peut-être jamais. Mais pendant que nos pensées, notre cerveau, sont occupés entre le passé et le futur, le présent, lui, il passe. Et pourtant, c'est la seule chose qui est réellement là. C'est la seule chose qui existe vraiment. Et même si parfois on a cette fausse idée que vivre le moment présent, ça veut dire ignorer l'avenir ou devenir insouciante, ne plus se remettre en question ou même arrêter de planifier. Alors qu'avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça. Au contraire, vivre le moment présent, ça ne veut pas dire arrêter de penser au futur, ni arrêter d'avoir des objectifs. C'est juste remettre toutes ces choses à leur juste place, sans uniquement vivre pour elles. Arrêter de toujours repousser sa paix à plus tard. Arrêtez de dire je serai en paix quand, je sentirai bien quand je serai différente. Parce qu'en réalité, dans la vie, on voudra toujours plus que ce qu'on a. On voudra toujours quelque chose de plus et ça ne s'arrêtera jamais. Donc si on est toujours dans le regret du passé ou dans l'anticipation du futur, au final, on ne vit jamais vraiment. On est toujours dans cet entre-deux. Alors que la paix, elle commence ici maintenant, avec ce qu'on a déjà. Et surtout avec la manière dont on décide de regarder cela. Mais à force de regarder ce qui manque, on oublie ce qui est déjà là. Et c'est là que la gratitude, elle entre en jeu. Pas simplement comme un concept positif qu'on répète sans réellement y croire, mais comme un changement profond de regard. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une en ressort grandie, l'autre en ressort diminuée. La différence ne se fait pas dans l'événement qu'elles ont vécu. Elle se fait dans l'interprétation. La gratitude, ce n'est pas nier le négatif, ce n'est pas se forcer à être heureux, ce n'est pas culpabiliser d'avoir mal, c'est reconnaître que même dans les moments imparfaits, même dans les douleurs qu'on traverse, il y a des choses précieuses qu'on apprend et qu'elles peuvent prendre plusieurs formes. Vision classique de la gratitude, qui consiste à être reconnaissant pour ce qu'on a. C'est un peu comme voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est déjà beaucoup, le fait d'arriver à avoir cette mentalité-là. Parce qu'elle nous permet de contrer ce biais de négativité naturelle dont on a parlé tout à l'heure et de savourer davantage ce qu'on a déjà, tout en continuant à en aspirant plus. Mais il y a une deuxième vision de la gratitude qui est plus profonde, qui est plus intérieure. Celle qui consiste à voir la gratitude dans le positif comme dans le négatif. Cette gratitude est plus difficile parce qu'en effet on est des humains et quand on est dans quelque chose de négatif, c'est dur de réussir à se dire ok, là ce que je vis c'est négatif mais c'est un bien pour plus tard. Ma mère m'a toujours répété une phrase, elle m'a toujours dit que c'était dans l'épreuve qu'on grandissait, que l'épreuve te poussait à évoluer parce que quand tout va bien,
On n'a pas réellement de raison de sortir de notre zone de confort. Alors que quand tout va mal, on est obligé d'opérer des changements. Que ce soit volontaire ou non, on n'a pas le choix en fait. Pour réussir à se réadapter à une nouvelle situation, l'épreuve nous oblige à sortir de notre zone de confort. Elle nous oblige à voir ce qui n'a pas fonctionné, à nous remettre en question et à nous réformer. On peut choisir de s'enfermer dans les épreuves, d'en faire une fatalité, ou bien on peut choisir d'en ressortir plus fort, plus mature, plus conscient, à condition d'accepter de se regarder en face sincèrement. Même si c'est vrai que ce n'est pas un exercice qui est facile ou qui est même agréable. Et c'est dans ça que la gratitude, elle peut aider, car elle nous aide à relativiser. Elle nous aide à comprendre que derrière certaines épreuves, il y a un bien qu'on ne voit pas encore. Que peut-être même que cette épreuve, elle existe justement pour nous faire passer à un autre niveau dans notre vie, pour acquérir une nouvelle mentalité, parfois une redirection. Et cela revient toujours au tawakkul, le concept de faire confiance au plan divin. Et se dire que quoi qu'il mette sur notre chemin, il y a un bienfait derrière. Très souvent, le concept de tawakkul, la gratitude et la patience sont présentés ensemble parce qu'ils se complètent. Le tawakkul nous apprend à faire confiance à ce que l'on ne contrôle pas. La gratitude nous aide à voir le bien dans ce que l'on vit et la patience nous permet de traverser le processus sans abandonner. La gratitude nous permet de transformer une épreuve en leçon. La patience nous permet de la supporter. La confiance en Dieu nous permet d'y voir un sens. On ne choisit pas toujours ce qu'on vit, mais on choisit la manière dont on décide de l'interpréter. Cette réalité n'est pas uniquement ce qui nous arrive, elle est aussi ce qu'on décide d'en faire. Et ça, c'est un pouvoir immense. On ne contrôle peut-être pas le futur. On ne contrôle pas tout ce qui nous arrive. Et la seule chose qu'on contrôle, c'est la manière dont on décide d'y répondre. Et peut-être que la paix ne se trouve pas réellement au bout d'un objectif. Peut-être qu'elle se trouve dans la manière dont on traverse le moment. Et si on s'arrêtait d'attendre de vivre? Et si la sérénité qu'on recherchait n'était pas ailleurs, mais dans la façon dont on regarde déjà ce qui est là?